suis Amat Kouevi, le directeur de l'Institut français de l'expérience patient, et j'ai le plaisir d'animer cette agora organisée en partenariat entre l'Institut français de l'expérience patient et la FHF. Agora, donc, qui, comme je vous le disais, va porter sur l'avenir de la voix des patients. Agora qui va se tenir en présence et avec la participation de mes trois invités. Catherine Cerizet, que je vais laisser se présenter tout à l'heure, Guillaume Rousson et Alexis Verdial. On a la difficile mission de vous parler de l'avenir de la voix des patients en moins de 3 quarts d'heure. Donc on va essayer de se répartir les rôles de la manière la plus judicieuse possible pour essayer de vous sensibiliser à l'enjeu que représente l'expérience patient de manière générale et puis l'avenir de la voix des patients de manière plus spécifique. Alors un mot très rapide déjà pour vous parler de ce qu'est l'expérience patient. L'expérience patient, c'est un concept, mais c'est aussi une réalité à laquelle j'imagine chacun d'entre vous, pour lui-même ou pour ses proches, a pu faire face. Quand on parle d'expérience patient, on parle de ce que vivent les patients tout au long de leur parcours de santé. Et à l'Institut français de l'expérience patient, on a coutume de dire que l'expérience patient, c'est l'ensemble des interactions qu'une personne peut avoir, ou son entourage, tout au long de son parcours de santé. Mais c'est aussi, quelque part, ces interactions, on insiste sur le fait qu'elles sont aussi façonnées par l'organisation du parcours, et donc des interactions qu'il peut y avoir avec l'ensemble des acteurs de santé, des professionnels de santé, à l'hôpital ou en dehors de l'hôpital, et c'est tout l'enjeu donc de notre débat du jour. Alors s'agissant de l'avenir de la voix des patients, je vais commencer par donner la parole d'emblée à Alexis Verdial, qui va se présenter rapidement et nous dire ce que ça évoque pour lui tout de suite, ce thème de l'avenir de la voix des patients. Merci Anna. Alors bonjour à tous, ravi de vous retrouver à cette agora. Alors l'avenir de la voix des patients, alors d'abord je me présente, Alexis Verdial, France Asso Santé, donc l'union des associations agréées du système de santé, donc un nom un peu long pour décrire tout un tas d'associations que vous connaissez peut-être dans votre quotidien, par exemple le Ali contre le cancer, la Fédération française des diabétiques, chaque pathologie a son association quasiment. Et pour venir à la thématique, l'avenir de la voix des patients, moi je vais parler plutôt de ce qui a existé et ce qui existe encore, c'est le passé de la voix des patients et l'actuel de la voix des patients, c'est les associations d'usagers du système de santé. Il y a plein d'assos aujourd'hui qui vivent, il y a plein d'assos et de représentants des usagers qui sont dans les établissements de santé. Vous avez peut-être suivi, dans chaque établissement de santé, il y a 4 représentants des usagers, 2 titulaires et 2 suppléants, qui sont là pour participer à la vie de l'établissement et travailler sur la question de l'expérience patient et notamment du recueil de l'expérience patient. Et aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Ces 4 représentants des usagers, ils sont là, ils existent, ils sont dans vos établissements, vous ne le savez peut-être pas, mais ils sont là au quotidien. Et vous pouvez vous tourner vers eux quand, par exemple, vous avez éventuellement un problème de prise en charge pour travailler sur la question de l'accueil, vous avez reçu un mauvais accueil, etc. Donc, ces représentants des usagers sont là pour défendre vos droits. Et donc, ces gens-là sont dans les établissements de santé, et puisqu'on est dans les constats, aujourd'hui, ces gens-là, ils ne sont pas encore tellement en contact avec les usagers eux-mêmes, avec les patients, et aujourd'hui, le but, l'objectif du mouvement de l'expérience patient, c'est de pouvoir aller vers ces usagers, demander aux patients ce qu'ils ressentent, et ça va être aussi le rôle de ces représentants des usagers d'aller voir les patients, d'aller recueillir leur vécu. Vous avez vu dans le petit film que le vécu du patient, et je pense que Catherine développera, le vécu des patients n'est pas forcément simple, et donc on a ces représentants des usagers aujourd'hui qui sont là pour faire la médiation entre le patient et l'établissement. Et donc aujourd'hui, j'arrête là, puisqu'on est dans les constats, il faut aller plus loin là. Les représentants des usagers, ils ne sont pas encore assez en contact avec les patients. Il y en a un dans la pièce, il pourra confirmer, mais il est en train de regarder son téléphone d'ailleurs. Bref. Et en tous les cas, ce qu'il faut, c'est que nos représentants soient en lien avec ceux qu'ils défendent. Et c'est vraiment mon message clé aujourd'hui, c'est comment est-ce que des représentants
travaillent en lien avec les patients eux-mêmes. Je crois qu'aujourd'hui, merci Alexis, on se rend bien compte qu'il y a un intérêt de plus en plus fort pour la prise en compte et pour la prise en compte du vécu de l'expérience des usagers. Alexis le disait à l'instant, il y a des représentants dont c'est le rôle, quelque part, de faire remonter ces informations. Mais à l'heure de la démocratie participative, on peut aussi se demander si au-delà de cette démocratie représentative, il n'y a pas une approche plus directe qu'on peut aussi favoriser. C'est un peu la question que j'ai envie de poser à Catherine. Merci Anna. Je ne sais pas si vous m'entendez. Bonjour à tous, je suis ravie d'être là. Je suis une patiente engagée, on va dire. J'aime pas le mot patient expert, j'aime pas le mot patient partenaire, donc j'ai décidé que ce serait patiente engagée. J'ai été malade il y a 21 ans. Je vais fêter les 21 ans le 10 décembre. Je ne vais pas parler de mon histoire parce que ça n'a pas d'intérêt. Elle est complètement anecdotique et elle est très vieille. Je voudrais revenir d'abord sur la valeur de l'expérience patient. En fait, on a tous une expérience, on le découvre en santé, on a l'impression que en santé, tiens, les patients vivent une expérience, mais on a tous une expérience, les professionnels de santé, évidemment les patients, mais les citoyens. Notre expérience, elle nourrit notre vie, elle nous permet d'avancer. Alors, la santé est finalement la seule industrie en 2021, ou une des seules, où on ne va pas chercher l'expérience, alors je vais dire un très gros mot, des consommateurs. Vous allez tous sur Internet quand vous allez réserver un restaurant ou un hôtel, et qu'est-ce que vous faites? Vous lisez les expériences des autres, et ça vous paraît complètement naturel. En revanche, ça vous paraît absolument pas naturel de le faire pour un hôpital, une clinique, voir un médecin, etc. Je pense que l'expérience patient, elle a une valeur individuelle et une valeur collective. Une valeur individuelle, mon expérience va servir aux autres pour leur propre parcours de soins, mais une valeur collective parce que ça va améliorer la qualité et voire la sécurité des soins dans les hôpitaux. Et donc pour revenir à ce que disaient Alexis et Ama, effectivement, c'est un peu à la mode, la démocratie participative. On passe d'une démocratie représentative à une démocratie participative. Donc, on peut effectivement imaginer que cette expérience des patients va être recueillie sans passer par le prisme des RU. Mais ça, on va voir si c'est possible et si ça a un intérêt. Et on travaille beaucoup en ce moment avec France Asso Santé sur le fait de moduler les deux, parce que les deux finalement ont une importance et un rôle complètement différent. Alors il y a des points à améliorer si on reste dans les constats actuels. Quand on voit à l'aune de la crise Covid, la démocratie en santé, on n'a pas beaucoup entendu les patients pendant la crise Covid, ni les patients chroniques qui avaient eux une expérience du confinement, une expérience de l'anxiété, une expérience du parcours de soins, une expérience du système de santé. On les a pas entendus, on les a pas vus ni sur les plateaux télé, ni dans les commissions. Et donc cette expérience-là n'a pas servi aux autres. Je rappelle que la loi du 4 mars 2002 fête ses 20 ans le 4 mars prochain. On va faire la fête, Alexis. Voilà. Les centres sont encore assez réticents. Ils ont l'impression qu'en fait, on va juger. Alors moi, j'ai entendu des gens qui me disaient « Oui, mais les patients, ils vont juger le papier peint et la nourriture. » Non, il y a plein d'autres choses. Et il ne s'agit pas de juger. Il s'agit de dire ce que nous avons vécu pour améliorer cette expérience et l'expérience des autres. Alors, ça peut être l'accueil, ça peut être le dossier médical, ça peut être l'attente, ça peut être le temps de consultation, ça peut être évidemment plein de choses. Et il ne faut pas que les hôpitaux en aient peur, c'est au contraire un gage d'amélioration. Et puis, pour faire le lien avec ce que va dire Guillaume, on sait que la Haute Autorité de Santé a mis en place un système ISATIS pour les remontées d'expérience. Et on va voir si, avec Guillaume, je pense, je fais le boulot d'Ama en fait, si c'est vraiment efficient et si on ne peut pas aller plus loin, voilà.
Pendant que Guillaume se prépare, merci Catherine, c'est vrai. On m'entend pas. Si, ça y est. Pendant que Guillaume se prépare, je crois que ce qui est important, et c'est peut-être le moment de le citer, l'Institut français de l'expérience patient fait un baromètre chaque année et on interroge à la fois les professionnels de santé mais aussi les usagers. Et il y a un constat qu'on fait qui est assez frappant, c'est que quand on demande aux usagers si à leurs yeux c'est important d'exprimer leur retour d'expérience sur ce qu'ils ont vécu, et la majorité nous dit que oui, mais quand on leur demande s'ils le font, en fait on se rend compte qu'il y a un grand écart et la majorité des patients en fait ne partagent ce qu'ils ont vécu qu'avec leurs proches et très peu avec les acteurs du système de santé. Et donc là, à l'image de ce que Catherine évoquait, il y a une énorme perte d'informations sur une perte d'opportunités pour améliorer la qualité des prises en charge. Et donc tout l'enjeu aujourd'hui, c'est non seulement de montrer que les établissements de santé, les offreurs de santé, les structures de santé sont davantage ouvertes à ce que les patients ont envie d'exprimer, mais aussi d'encourager les usagers eux-mêmes à davantage partager leur expérience. Et pour pouvoir faire ça, le faire à grande échelle. Et c'est donc effectivement un des points sur lesquels Guillaume va pouvoir nous éclairer. Exactement. Donc l'objectif, comme vous l'avez compris, ici, c'est qu'on a posé des constats actuels et puis après on va aller vers la prospective et donc je vais essayer de faire le lien justement entre ce qui est fait actuellement pour recueillir l'expérience patient, donc prendre en compte l'expérience patient ou la voix des patients, même si les deux ne sont pas obligatoirement des mots identiques, mais ici on va le prendre comme expérience patient. Donc comment les hôpitaux français actuellement font pour recueillir l'expérience patient? Différentes méthodes que j'ai essayé ici de placer humblement entre un spectre allant du plus quantitatif au plus qualitatif et en essayant de représenter un petit peu par les tailles de chaque élément leur place actuellement dans la mesure de l'expérience patient. Alors du plus quantitatif, on va avoir les questionnaires de satisfaction, les questionnaires d'expérience patient qu'on met généralement sous le terme de PREMS pour Patient Reported Experience Measures, donc des mesures d'expérience rapportées par les patients. Un petit peu plus qualitatif, on va avoir des recueils comme celui qui est fait en France, le recueil ISATIS, qui est fait dans toutes les structures, notamment hospitalières françaises. Pourquoi un petit peu plus qualitatif alors que c'est un questionnaire? Parce que dans le questionnaire ISATIS, il y a 2 questions ouvertes à la fin du questionnaire qui permettent aux patients librement de partager leur retour. Donc on est un petit peu plus qualitatif. On va avoir aussi quelquefois de l'analyse des réseaux sociaux. De très nombreux hôpitaux maintenant suivent leurs réseaux sociaux et prennent en compte cela dans leur politique, notamment d'amélioration de la qualité des soins et de l'expérience patient. Et puis des méthodes plus classiques, de méthodes issues ou inspirées des sciences humaines et sociales. Je pense notamment aux entretiens, aux focus group. Les hôpitaux aussi reçoivent de très nombreuses lettres de plainte et de réclamations qu'ils peuvent aussi analyser. Des méthodes dont on a commencé à parler, comme le partenariat patient, donc où là on va pouvoir recueillir en direct la voix des patients, notamment pour les intégrer dans le cadre par exemple de plans d'amélioration de la qualité, où les patients vont être directement sur place. Et donc en partenariat, ils vont pouvoir partager en direct leur voix, leur expérience. Le shadowing, méthode de plus en plus utilisée dans les hôpitaux pour suivre les patients, pour suivre un ou plusieurs patients durant tout son parcours et réaliser à des points clés de son parcours des entretiens. Et puis enfin, le design de service, qui est une méthode très globale, inspirée des sciences humaines et sociales, et sur lequel d'ailleurs je vous invite à voir si ça vous intéresse. Demain, une agora sur cette thématique demain matin que réalise notamment Osiris Santé. Alors comment, à partir de tout ce recueil, on peut prendre en compte la voix des patients? Comment c'est pris en compte? Eh ben, on va avoir des projets, notamment des directions qualité, qui vont être ou des projets transversaux sur l'alimentation, sur le transport, sur l'accueil, sur la sortie, ou des projets par pôle et par service, et puis des projets des usagers, de plus en plus là aussi présents dans les structures, et qui est d'ailleurs, je crois bien, une obligation maintenant pour chaque établissement hospitalier. Mais certaines difficultés, notamment d'identifier les thématiques prioritaires à partir de tous ces recueils qui peuvent être déjà réalisés, et puis surtout de suivre et d'évaluer les projets qui sont mis en place. Pourquoi on a ces difficultés? En partie parce qu'on a peu de données qui sont recueillies véritablement en continu tout au long du parcours du patient,
peu de données opérationnelles car peu de données qualitatives. Et pourquoi peu de données qualitatives? Eh bien parce que pour recueillir des données qualitatives, on a besoin de ressources humaines. Et qu'on imagine bien que dans un établissement hospitalier, les ressources humaines, on ne les met pas obligatoirement tout de suite sur ces thématiques-là. On va peut-être d'abord les laisser sur le soin. Et on sait déjà les difficultés que ça peut représenter pour ce type de recrutement. Mais alors demain, et je fais le lien avec la prospective pour après donner la parole à mes camarades, demain, qu'est-ce que peut rêver un directeur qualité pour réussir à mesurer l'expérience patient? Un recueil de données qualitatives et opérationnelles en continu, mais de grande envergure. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire un recueil qu'avec 2, 3, 10, 20, 30 patients, mais avec potentiellement l'ensemble des patients de l'établissement, et pas seulement à travers un questionnaire avec des questions fermées, mais avec des données qualitatives. Et même, pourquoi pas, on peut imaginer un jour un recueil d'expérience patient de l'ensemble des citoyens tout au long de leur parcours de santé, que ce soit des parcours de santé qui soient en ville ou à l'hôpital. Alors comment on peut faire ça? Donc il nous faut un recueil qualitatif qui soit simple, court, accessible et déployable sur l'ensemble de l'hôpital. Qu'est-ce que nous apprend la littérature? Parce qu'effectivement, je ne me suis pas présenté au début, je suis kinésithérapeute, mais je suis aussi doctorant en santé publique, et donc je réalise ma thèse sur la mesure d'expérience patient. C'est peut-être pas négligeable comme détail. Oui, c'est un peu important. Et donc, qu'est-ce que nous apprend la Health Foundation sur leur rapport sur la mesure de l'expérience patient? Et bien que pour faire quelque chose le plus généralisable possible, il nous faut des questionnaires, et pour faire quelque chose le plus descriptif possible, il nous faut des entretiens. Comment on peut réussir à réunir des questionnaires et des entretiens? Par des questions ouvertes. Des questions ouvertes qu'on peut imaginer personnalisées, auxquelles les patients peuvent répondre en autonomie, en écrivant directement sur son téléphone, en écrivant sur une fiche, ou même peut-être à l'avenir, en répondant, en parlant directement, en dictant à son téléphone, à sa montre connectée, à son enceinte connectée, etc., etc. Une fois qu'on a recueilli ces données qualitatives sur l'ensemble des patients, il faut réussir à l'analyser. Et pour là, de la même manière, on essaye d'utiliser le moins de ressources humaines possible, en tout cas lorsqu'on n'est pas obligé. Et pour ça, la littérature nous dit que de plus en plus, le traitement automatique du langage, l'analyse automatisée des mots des patients, peut être une méthode intéressante pour réussir à analyser des données qui sont non structurées et les transformer en données structurées, utilisables, opérationnelles. Pour qu'après cela puisse être pris en compte pendant tout le parcours du patient et surtout au niveau des directions, il est possible d'avoir des tableaux de bord. Et là, de la même manière, la littérature nous dit qu'on peut visualiser les données d'expérience patient dans des tableaux de bord pour les rendre opérationnels, pour premièrement prioriser sur quelle thématique on va travailler, mais aussi pour pouvoir de cette manière inclure les usagers, les patients partenaires et les services dans ce type de structure. Et demain, comment inclure tous les citoyens? Entre guillemets, simplement, déployer ce recueil sur l'ensemble du système de santé. Donc ne plus faire qu'un recueil d'expérience patient à l'hôpital, mais faire aussi un recueil d'expérience patient en maison de santé pluriprofessionnelle, faire un recueil d'expérience patient en centre spécialisé, et même pourquoi pas demain dans n'importe quel cabinet de ville. Et là, de la même manière, on voit que la littérature nous dit que notamment en ambulatoire, sur de la chirurgie, on arrive à analyser en automatique de l'expérience patient. Donc voilà, pour résumer, des questions ouvertes personnalisées, une analyse par traitement automatique du langage, une visualisation sur des tableaux de bord opérationnels, et puis tout ça déployé sur l'ensemble du système de santé. Et puis de l'autre côté, de quoi rêvent des usagers? Alors je me suis basé ici sur deux études qui réalisent la prospective, notamment de l'étude de ce que les jeunes, les millennials, pensent et décrivent par rapport au système de santé. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une nécessité de supprimer l'asymétrie d'information qui peut exister entre les patients, les citoyens et les professionnels, de pouvoir réaliser des choix libres et éclairés tout au long de leur parcours, de pouvoir naviguer dans un système qui va favoriser le partenariat entre les patients et les professionnels, et surtout, comme le disait Catherine, de pouvoir partager et consulter des données d'expérience patient fiables, comme les données d'expérience client qu'on peut avoir dans d'autres domaines, et qu'ici on peut transposer pour pouvoir faire des choix libres et éclairés à partir des expériences des personnes qui sont passées avant nous. Et puis voilà, donc je vous invite, si ça vous intéresse, je pourrais vous passer cette bibliographie pour aller voir un peu plus dans le détail tous les éléments dont j'ai parlé. Merci. Merci beaucoup
Guillaume, est-ce que ce rêve des directeurs qualité, ce rêve des usagers, c'est un rêve pour dans combien de temps? C'est possible l'année prochaine, c'est possible dans 3 ans, c'est possible dans 5 ans? Eh ben, c'est possible potentiellement au moins dans 3 ans, j'espère bien, parce que je réalise ma thèse sur le sujet, donc je la commence. Non, et c'est surtout en expérimentation déjà actuellement. Plusieurs hôpitaux l'expérimentent. Actuellement, donc, pour ma thèse, au sein des Hospices civils de Lyon, mais aussi avec plein d'autres structures hospitalières, entre guillemets, notamment avec une start-up que je viens de cofonder, où on réalise justement, on essaye de tendre vers ce recueil qualitatif, cette analyse automatisée pour de très nombreux hôpitaux. Donc on est en phase d'expérimentation et donc à suivre dans les mois à venir pour savoir est-ce qu'on arrive à analyser automatiquement, est-ce qu'on arrive à recueillir des données qualitatives. La littérature nous dit que c'est faisable sur chaque étape. À nous maintenant de réunir ça dans une solution opérationnelle pour les établissements et puis à terme pour les maisons de santé, pour les centres spécialisés, pour l'hospitalisation à domicile, pour les structures du médico-social, les EHPAD, etc., pour l'expérience des résidents aussi, qui est un grand questionnement. Donc voilà, à suivre, mais globalement des nouvelles d'ici quelques mois et au pire quelques années. Merci beaucoup Guillaume. On mesure l'écart qui existe aujourd'hui entre les discussions qu'on peut avoir avec certaines directions hospitalières qui nous disent qu'ils ont déjà beaucoup de mal à analyser les lettres de réclamation des patients, à faire des réponses à chacun des patients et quelque part à tirer la substantifique moelle des retours pour en faire quelque chose. C'est-à-dire à la fois sur le plan individuel, le minimum c'est de répondre, mais aussi sur le plan de l'amélioration des pratiques, c'est-à-dire interagir avec les équipes de soins concernées et voir en quoi tout cela peut modifier les comportements des professionnels de santé, modifier les organisations qui sont en place aujourd'hui. Ce dont tu nous parles aujourd'hui, Guillaume, là, c'est de la prise en compte de l'expérience à grande échelle. Et effectivement, ça paraît séduisant, c'est pour ça qu'on a envie de savoir à quelle échelle de temps ça peut se faire. Puisqu'on se projette dans cette prospective, à court et à moyen terme, j'ai envie aussi de demander à Catherine comment elle voit les choses de ce point de vue-là. Est-ce que, de ton point de vue, les patients, dont je disais tout à l'heure qu'ils se projettent finalement assez peu dans le partage de leur expérience, est-ce que ça leur faciliterait la vie de pouvoir le faire avec leurs instruments du quotidien, leur téléphone portable, où ils pourraient dicter ce qu'ils ont pensé de leur prise en charge, de pouvoir le faire à la fois à l'hôpital et puis dans les autres compartiments du secteur de santé? Comment toi tu vois les choses? Alors déjà, je voudrais dire que les milléniums d'aujourd'hui sont les boomers de demain. N'est-ce pas, Guillaume? Parce que je suis boomer, donc voilà. T'as interrogé les milléniums, et les boomers sont plus malades de fait que les milléniums. Donc je pense qu'effectivement, on a tous envie de ça. De plus en plus, on est habitué à ça, ce que je disais tout à l'heure sur des choses plus festives comme les restaurants, etc. Mais vous imaginez vraiment pas aller dans un restaurant sans regarder ce que les autres en pensent. Donc c'est un peu la même chose. Je pense que l'enjeu, c'est de convaincre d'une part les hôpitaux de cet intérêt et de l'intérêt dans l'amélioration de la qualité et pas dans un jugement. Et je pense que le plus gros enjeu, c'est le virage ambulatoire, parce qu'on n'a pas tous des parcours de soins hospitaliers et encore heureux. Et je pense que les médecins sont assez réticents. Maintenant, quand vous allez sur Google, les médecins sont déjà notés. Donc, le structurer, le faire de façon intelligente avec des indicateurs qui peuvent aider les autres patients, je pense que c'est vraiment ça. Mais est-ce que c'est... Je vais me faire un peu provocateur. Hein, oui, bien sûr, tu as l'habitude. C'est ça, tu me connais. Mais est-ce que ça n'a pas eu un effet, tu parlais des médecins, un effet, les notes sur Google, est-ce que ça n'a pas eu un effet contre-productif justement pour leur donner envie, parce que réducteur un peu d'avoir juste la note, est-ce qu'au fond, l'enjeu, c'est pas d'avoir un retour qui soit davantage au long cours, un retour plus systématique, un retour qui soit à la fois un retour constructif,
un retour utile pour qu'ils puissent en faire quelque chose en termes d'amélioration de leur pratique professionnelle, parce que ce qu'ils envoient aujourd'hui, c'est le petit bout. C'est je suis pas content parce que j'ai attendu ou j'ai une mauvaise note. Est-ce que justement ce dont on parlait avec Guillaume, c'est pas une manière d'aller au-delà de ça? Alors, absolument, je pense que effectivement le biais d'Internet, c'est que c'est souvent les gens mécontents qui viennent mettre qu'ils sont mécontents. Et les gens contents, et ben voilà, ils ont autre chose à faire, etc. Et le fait de structurer ça, je pense que les gens ont envie. Ils ont envie de savoir dans quel hôpital ils ont envie d'aller. Mes critères ne sont pas les tiens, Ama, ou ceux d'Alexis, ou ceux de Guillaume, ou les vôtres. Je pense qu'il est important de ne pas choisir le médecin le plus proche de chez soi ou l'hôpital le plus proche de chez soi, mais le médecin ou l'hôpital qui correspond le mieux à mes besoins. Encore faut-il convaincre, alors là je vais encore être politiquement très incorrecte, des médecins qui sont peut-être un petit peu dans un esprit, dans une tendance boomer, on va dire, et qui ont peut-être pas envie d'aller là-dedans parce qu'ils ont peur et parce qu'on est, on va pas se le cacher, dans une fin de paternalisme médical et qui est encore un petit peu ancré chez nous en France, et donc ils n'ont pas très envie d'être bousculés. Et je pense que pour terminer sur une note très positive, les patients, les citoyens aiment leurs médecins, on a besoin des médecins et il ne s'agit pas de critiquer en permanence, mais il s'agit de se mettre tous ensemble pour améliorer la prise en soin et faire en sorte que le système de santé soit plus efficient pour tout le monde. Et quelque part, que le dialogue soit construit autour, non pas de jugement comme tu le disais tout à l'heure, ou content, pas content. Et moi j'ai coutume de dire que la différence entre satisfaction et expérience, c'est que l'expérience précède la satisfaction. Donc content, pas content, si on ne sait pas pourquoi, ça ne présente pas d'intérêt en termes d'amélioration des pratiques. Donc essayer de revenir à l'expérience, pouvoir la caractériser, la mettre en exergue d'une manière utilisable par les acteurs, là est l'enjeu. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, Alexis. Oui. Non, je pense que le plus important, Guillaume a montré des techniques, on a des techniques, on a des systèmes d'information en capacité de faire ça. Moi, je pense que l'enjeu principal pour l'expérience patient, c'est pas tellement de la capter, c'est une fois qu'elle est captée, qu'est-ce qu'on en fait? Et ça, dans le système de santé français, c'est la vraie démarche. On est très fort en stratégie. On sait faire des plans stratégiques, on sait faire de la planification, on sait faire du projet des usagers, on sait faire plein de choses. Et concrètement, une fois qu'on a mesuré l'expérience patient, qu'est-ce qu'on en fait? Et j'ai envie de dire, c'est là que le boulot commence. Pour moi, c'est là l'enjeu. L'enjeu principal de l'expérience patient, c'est, ok, il y a ça qui peut être amélioré. Comment tous ensemble on bosse là-dessus? Premier défi. Deuxième défi, c'est comment on travaille les conclusions d'une étude d'expérience patient à plusieurs. L'expérience patient, elle n'appartient pas seulement aux professionnels de santé, elle n'appartient pas seulement aux directions qualité des établissements de santé, parce que ça pourrait être une dérive, de dire j'ai une expérience patient, un bon net promoter score, à 9,5 sur 10, les patients sont contents, la chambre est propre, le médecin me parle bien, c'est bien valorisé, j'ai un Chief Happiness Officer. Si c'est ça l'expérience patient, on se plante. L'expérience patient, c'est capter, mais pour améliorer la prise en soin, sinon ça va être un gadget marketing qu'on aura loupé. Et donc, prenons en compte, écoutons les patients, ça c'est ce que permet le mouvement de l'expérience patient, et surtout, il faut bosser ensemble. Ça veut dire qu'il faut mettre une direction hospitalière sur un coin de la table, des professions de santé sur un autre coin, des représentants des usagers, des associations d'usagers, et tout ce monde-là travaille ensemble. Il ne faut pas que ça soit des dérives un petit peu mercantilistes. Donc aujourd'hui, c'est ce que permet l'Institut français de l'expérience patient, qui, je rappelle, est une structure quand même non lucrative. Donc on est sur une réflexion un petit peu profonde, un petit peu éthique de comment est-ce que je vais plus loin que les droits. On a été quand même dans une société où le patient était objet de soin. Avec la loi de 2002, il est devenu sujet de droit. Et maintenant, ça devient une personne qui ressent des émotions, tant mieux. Mais travaillons ensemble
Et puis surtout, faisons en sorte que, une fois capturés, on travaille ensemble à des améliorations. Moi, c'est là l'enjeu principal que je vois pour l'expérience patient. Merci Alexis de ce cri du cœur. Et merci aussi pour la promotion de l'Institut français de l'expérience patient. Et puis tu disais, quelque part on est fort pour la stratégie. On le saura demain puisqu'on a une agora qui porte justement sur la stratégie nouvel enjeu pour les établissements de santé. On aura un directeur de CHU, on aura ton président de France Asso Santé, on aura un médecin. Donc quelque part, on aura déjà beaucoup de monde. Et donc je vous invite demain à la même heure, à 15h15, à cette même place pour échanger avec eux. Je crois qu'on a fait un bon tour de la question sur l'avenir de la voix des patients. Moi j'aimerais qu'on puisse prendre quand même, on a le temps, une ou deux questions, peut-être même plus dans l'assistance. Vous avez la chance d'avoir un beau panel de gens qui étaient motivés pour vous parler de ce sujet aujourd'hui. Donc si vous voulez vous exprimer, nous interpeller d'une manière ou d'une autre, faites-le. Allez, micro pour monsieur. À la pression. Bonjour, je suis Alain Olympi, je suis directeur d'une association de patients. Alors nous, on doit être une des rares associations de patients à avoir un data scientist parmi le personnel, parce qu'effectivement, et Catherine est bien là pour le prouver, la voix des patients, elle s'exprime sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, c'est essentiel aussi de capter tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Alors évidemment, là j'ai reconnu tout le verbiage technique, objectiver la voix des patients sur les réseaux, mais c'est essentiel parce que c'est aujourd'hui l'avenir de la voix des patients, je dirais, c'est l'avenir des patients. Parce qu'il faut, ça a été dit, comment on peut critiquer ou comment on peut être porteur de critiques quand on se fait suivre dans un établissement où on va revenir, nous on est des malades chroniques, ou du cancer, etc. Comment on va voir la suite? Donc ça c'est un frein. Les freins, ils n'existent pas dans les associations généralement et dans les réseaux sociaux. Alors Catherine, tu l'as dit, c'est on se plaint tout le temps sur les réseaux, mais en même temps, c'est le seul endroit où tu peux te plaindre. Quand ça va pas, c'est le seul endroit. La famille ne veut pas t'écouter, les médecins, ils vont le prendre pour eux, etc. Donc, c'est essentiel aujourd'hui d'aller... Alors, nous, on a conçu un outil qui est perfectible et tout ça, qui s'appelle les bruits de la toile, et qui permet justement d'objectiver tout ce qui se passe. On regarde si on parle négatif, positif, si on a un glossaire de mots, s'il y a des mots nouveaux qui apparaissent, alors on le fait surtout pour les effets indésirables, les traitements, etc., mais pas que. Donc il y a des tas, effectivement, dans les outcomes, etc., il y a des tas d'indicateurs aujourd'hui qu'on peut aller pêcher sur les réseaux, et je pense qu'effectivement, l'intelligence artificielle, c'est un bon moyen dans l'avenir de faire vraiment apparaître la voix des patients. Parce que moi, je ne suis pas du tout optimiste, malgré les représentants d'usagers, malgré malheureusement, on sera toujours dépendant du pouvoir médical, des médecins, du système, entre guillemets, où on n'ose pas trop quand même, etc. Et aujourd'hui, on méconnaît trop les représentants d'usagers et leur rôle encore. Alors, on a du boulot, Il y a la campagne de com de France Asso Santé qui est là pour dire n'oubliez pas, il y a des représentants d'usagers, si vous n'osez pas porter la parole, eux vont la porter, mais c'est pas si simple et tout le monde le sait. Donc effectivement, des systèmes, ce que vous apportez, c'est vraiment l'avenir de la voix des patients. Moi je pense que c'est la plus objective qu'ils puissent porter. C'était plus un témoignage qu'une question, mais voilà. Mais n'oubliez pas, c'est vrai que les réseaux sociaux, c'est quand même, malgré tout, c'est quand même une ressource, et Catherine, toi qui es partout, tu peux le... Voilà. Merci beaucoup de ce témoignage et on va clairement pas dire le contraire. Il faut évidemment entendre ce qui se dit sur la toile et s'intéresser à ce qui se dit quelque part partout, puisque les patients, je le disais, c'est important qu'ils puissent s'exprimer. Ils le font d'une certaine manière aussi pour eux, d'abord, pour se sentir mieux, pour se sentir peut-être davantage écoutés. Mais la seule petite réserve que je mets à ce témoignage que je viens d'entendre, c'est qu'il faut le faire d'une manière qui puisse être transformatrice. Et il ne faut pas que ce soit la fin. Voilà, que l'expression puisse déboucher sur quelque chose qui transforme les prises en charge pour la personne concernée, mais surtout pour toutes les autres. Donc c'est ça l'enjeu, et je pense qu'on se rejoint là-dessus. Merci de votre témoignage. Madame. Et simplement pour continuer, je vais faire la voix du professionnel de santé, du coup, parce qu'il y en a quand même dans l'histoire. Nous, on a intégré effectivement les patients à nos réflexions dans nos établissements, et c'est quelque
parlé de l'importance de la voix du patient face à un médecin ou un professionnel quelconque. La réception de cette voix patient par le corps médical et soignant doit être aujourd'hui beaucoup travaillée. Vous le disiez très bien, Mathieu, vous venez de le dire également. Je crois qu'il faut lever ces craintes en fait qui peuvent exister. Et lorsqu'on faisait des ateliers soignants-soignés dans nos établissements, le prérequis c'était la voix de chacun vaut la même chose. On parle à égalité. On parle à égalité entre patients et soignants, mais aussi dans les différents corps soignants. Le médecin versus l'aide-soignante, c'était parfois compliqué. Moi, j'anime des groupes autour de la prise en charge de la douleur. Et alors là, sur la douleur, on est tous égaux, il n'y a pas de débat. Par contre, dans la perception de la douleur, la perception patient, la perception soignant, infirmière, médecin, aide-soignant peut être différente. Et je crois que pour que la voix des patients soit aujourd'hui prenne toute son importance, parce qu'on voit certains services, certains établissements où la voix des patients, ok, on l'entend, on fait des questionnaires, c'est super, mais on n'en fait rien derrière. Si ça, c'est pas intégré dans une réflexion stratégique, puisqu'on sait en faire des réflexions stratégiques, vous le disiez très bien, si ça, c'est pas intégré, on n'ira nulle part. Et pour aller quelque part, il faut vraiment travailler conjointement et lever tous ces freins. C'est même pas de la timidité, c'est presque de la peur, c'est presque de l'inconsistance finalement. Ça, si on n'arrive pas à le prendre à la base, c'est pas dans les études médicales. Aujourd'hui, toujours pas. Déjà, la prise en charge de la douleur, c'est qu'en 6e année, et encore, n'est pas aujourd'hui adapté. Si vous, patient, vous ne faites pas entendre votre voix suffisamment, on n'ira nulle part. Mais si vous ne vous mettez pas en capacité aussi l'effet miroir, de savoir comment le professionnel perçoit ce que je lui dis moi. Comment on arrive à lever ce truc de « oh non mais c'est encore un patient, il y en a marre ». Moi après les ateliers douleur, tous les patients m'écrivaient sur mon SMS personnel par exemple. C'est compliqué pour un professionnel. Ça peut être difficile. La perception, il faut la jauger. Et il faut que tout ça, ça rentre dans des modèles, dans des formats, mais surtout, il faut que ça soit le plus possible. Parce que plus il y aura d'expérience patient, au mieux les professionnels pourront réagir face à ça et au mieux ils s'organiseront pour avoir des réponses et que tout le monde soit compris. Donc c'est vraiment du... Aujourd'hui on est en modulation, en formulation. Il faut absolument qu'on passe la vitesse supérieure très vite parce que les patients sont demandeurs mais les professionnels aussi. Merci beaucoup de votre témoignage. Je peux peut-être rebondir. Il y a quand même, depuis quelques années maintenant, les patients rentrent dans les facs de médecine. Moi, je suis patiente enseignante à Paris 13 et ça, c'est extrêmement important et c'est vecteur de changement parce que justement, on les voit tout jeunes, tout millénium et on leur apprend la perspective patient. Et donc, je pense que c'est important et je pense que en 2002, on n'avait pas de droits et on s'est vraiment focalisé sur les droits parce que, comme tu le disais, on était un objet. Donc il fallait commencer par quelque chose. Et il y a ici des gens qui ont beaucoup travaillé, n'est-ce pas, monsieur au premier rang? Et je pense que ça a aussi, le revers de la médaille, ça a un peu cristallisé les rapports. Quand on défend ses droits, il y a le mot défense, il y a droit, et on nous a balancé qu'on avait des devoirs, et nous on disait non, on a des droits, on n'a pas de devoirs, on a des devoirs de citoyen, mais pas en tant que patient. Et donc ça a cristallisé les rapports, et je pense qu'il faut détendre les choses, et le fait qu'on soit tous là, que vous soyez présents sur un stand de la FHF qui propose une agora sur l'expérience patient prouve bien que les choses changent. Et encore une fois, le 4 mars 2022, on va faire une grande fiesta, quoi, et on va changer les choses, Monsieur Brun. Une minute pour vous répondre, je suis d'accord en fait, mais vous avez peut-être beaucoup d'avance sur tous ceux qui vous entourent, en tout cas dans les professions de santé, parce que c'est un vrai travail de réflexivité, de se dire je suis professionnel de santé, et en face, j'ai un patient qui a des savoirs qui ne sont pas scientifiques, qui sont d'expérience, on en reparle encore, et c'est pas tout le monde qui
fait ça, quoi. Et aujourd'hui, on voit bien qu'il y a un mouvement qui va vers plus de reconnaissance des savoirs de la vie avec la maladie, mais que c'est pas encore gagné et qu'il y a encore du boulot et qu'on y vient, quoi. Et donc bravo, il faut des professionnels leaders qui amènent vers ce mouvement-là, qui poussent vers ce mouvement-là, mais on n'est qu'au début et pour l'instant c'est qu'un mouvement dans des gros établissements et que tout est à faire pour que dans toute l'offre hospitalière française, pas que publique d'ailleurs, on ait vraiment ce mouvement en partenariat avec les professions de santé. Et puis il faut aussi que ce soit construit pour que les patients se reconnaissent dans ce qu'on va leur demander. Parce que si on fait des questionnaires de satisfaction où le patient ne comprend pas finalement où on veut aller, ça n'a aucun sens. Donc, exactement. Donc si on ne construit pas, on n'y arrivera pas. Et lorsqu'on a intégré nos patients, nos représentants ou nos patients non représentants, parce que c'est difficile de s'engager, de vouloir accepter d'être un représentant des usagers, on sait la difficulté qu'on peut avoir à les trouver dans nos établissements. Donc on peut aussi demander à des patients de passage qui ne veulent pas forcément s'engager à plus long terme. Les patients lambda Exactement. qui ont eux aussi l'expérience. Qui ont l'expérience à ce moment-là. Exactement. On peut tirer profit évidemment. Exactement. Donc nous les référentiels qu'on a construits, c'est avec ces patients-là qui ne voulaient pas forcément s'engager pour toute la vie ou plus. Et leur parler avec des mots que eux, à qui ça leur parle, quoi, avec lesquels ça leur parle. Ah bah, peut-être sur ce questionnement par rapport au questionnaire justement de satisfaction, et ça va être justement ça, en tout cas moi, un des objectifs sur lesquels je vais travailler majoritairement, c'est d'essayer d'aller au-delà justement de ces questionnaires de satisfaction avec ces questions fermées, qui étaient justement très bien pour avoir des données assez opérationnelles, des données très précises, et de l'autre côté, des entretiens où là, ça va être très difficile de les transformer en données opérationnelles. C'est justement là où peut-être ces questions ouvertes. Et par contre, pour répondre aussi à ce que tu disais tout à l'heure, il faut que ça soit win-win entre les professionnels et les patients. Il faut effectivement que ça soit des données qui soient utilisables par les professionnels pour s'améliorer aussi. Parce que les professionnels, clairement, moi en tant que kinésithérapeute, je rêverais d'avoir un retour d'expérience de mes patients pour pouvoir améliorer ma pratique. Ça se trouve, en termes d'accueil, par exemple, je suis hyper mauvais. Bon, j'espère pas, mais ça se trouve. On verra ça. Oui, on verra ça. Et donc voilà, j'adorerais avoir ce type de retour. Effectivement, comme le dit Alexis, je ne suis pas certain que tous les professionnels de santé soient prêts à avoir ce type de retour. Mais si on arrive à le faire de manière constructive et en même temps assez libre pour que les patients puissent partager librement leurs paroles, bah peut-être qu'on arriverait à avoir comme ça un win-win entre des données qualitatives mais en même temps opérationnelles pour les professionnels des établissements. En tout cas, j'espère. C'est l'heure maintenant de mettre un terme à cette agora. Je vous remercie déjà de votre présence et de votre attention. Quand on l'a organisé, on n'était pas certain d'avoir un public en face de nous aussi nombreux, donc on est content d'avoir pu échanger avec vous. Je remercie évidemment Guillaume, Catherine et Alexis de leur participation, et puis on vous donne rendez-vous donc demain, ici, même heure, 15h15, pour une agora qui sera sur le thème de l'expérience patient, nouvel enjeu stratégique. Merci et à bientôt.